Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Un plaisir de vous proposer aujourd'hui ce nouveau rendez-vous, Agora Chita Palais sous droit monde. En fait, c'est une série de rendez-vous qui ont pour objectif de mettre l'accent sur les droits humains. On est dans un contexte en Haïti où l'on parle de violation des droits humains. Et là, les journées internationales vont être un prétexte pour parler droits humains en Haïti avec des acteurs dans le domaine. Ce sera une discussion autour de plusieurs sujets qui concernent des journées internationales. C'est un rendez-vous supporté par l'Union européenne. Et pour démarrer, je vous propose donc l'intervention de Sylvie Tabès, qui est ambassadrice de l'Union européenne en Haïti. Bonjour à toutes et à tous. Que ce soit en Algérie, à Hong Kong, en Biélorussie, au Liban, on voit un peu partout de plus en plus cet appel irrépressible des peuples qui demandent plus de démocratie, la possibilité de contribuer plus et de se faire entendre dans leur pays. C'est un appel irrépressible qui se répand un peu partout dans le monde. Même dans les pays où la démocratie semble être un droit acquis, on voit que des groupes plus souvent marginalisés ont du mal à faire respecter leurs droits. Or, les droits de l'homme sont au cœur de la démocratie. Donc, même dans les pays où la démocratie semble acquise, c'est un combat quotidien pour qu'elle vive. Pour nous, Européens, qui depuis près de 70 ans sommes habitués à négocier, à discuter ensemble, à dialoguer pour nous mettre d'accord sur des principes fondamentaux et des valeurs, nous expérimentons vraiment un système politique après avoir vécu deux terribles grandes guerres et nous savons que la démocratie ne se fait pas en un jour et est vraiment un processus, un processus long. Mais nous savons aussi que c'est certainement le moyen le plus sûr pour obtenir une société où chacun et chacune a le moyen de faire entendre sa voix et où la voix de tous compte. C'est le meilleur moyen également pour obtenir une société où les droits sont respectés. Nous défendons ces valeurs et nous les exprimons en contribuant à des actions dans les pays avec lesquels nous avons un partenariat, à des actions dans divers secteurs pour notamment appuyer la société civile, favoriser le droit des jeunes, appuyer les groupes marginalisés pour qu'ils puissent s'exprimer, trouver leur place et réclamer plus de démocratie. Pour l'Union européenne, les droits de l'homme sont vraiment une valeur centrale et essentielle à toute démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans respect des droits humains. Ils sont universels et inaliénables. La démocratie pour l'Union européenne est donc l'état de droit. Signifie quoi? Ça signifie notamment un équilibre entre les pouvoirs. Ça signifie la possibilité d'avoir des élections libres et crédibles où chacun peut s'exprimer librement et participer de sorte que les dirigeants qui sortiront de ces élections bénéficient d'une légitimité et soient acceptés par le peuple. Donc la démocratie, c'est enfin des médias libres et des journalistes qui sont capables de jouer sans contrainte leur rôle d'information de la société en mettant à disposition des informations vérifiées. C'est pour ça aussi que nous soutenons la liberté de la presse et une presse qui soit indépendante afin que les journalistes puissent être des vecteurs d'information fiables et qui informent les citoyens. Cette journée de célébration de la démocratie est vraiment une opportunité idéale pour discuter des enjeux et de ce que signifie une démocratie en plaçant au cœur le dialogue entre diverses personnalités imminentes qui, j'en suis sûre, auront des débats vraiment fructueux et pourront placer au cœur le dialogue entre les citoyens et les instances d'un pays. Donc c'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la démocratie que je vous présente avec vraiment beaucoup de plaisir et c'est un honneur ce premier débat, cet Agora Chita Palais sous Douamoun. Et nous aurons ensuite, dans les mois qui viennent, jusqu'en 2022, des événements semblables où nous aurons des débats autour des droits de l'homme à des dates marquantes pour les droits humains. Et il ne me reste qu'une chose à vous dire, Kembela, Haïti chérie. Agora Chita Palais sous droit monde. Le premier rendez-vous, on est le 15 septembre et c'est la journée internationale de la démocratie. Le sujet qui sera à l'ordre du jour avec nos invités. On va essayer d'évaluer la démocratie en Haïti. Alors, nos invités pour ce premier rendez-vous parlent justement de Nesmi Maniga, qui est un ancien ministre
de l'éducation en Haïti, aujourd'hui président du comité de gouvernance et d'éthique au partenariat mondial pour l'éducation dont il siège au conseil d'administration. Il y aura aussi Marie-Hélène Gilles, militante des droits de l'homme, qui fait autorité dans le secteur après son passage remarqué au Réseau national de défense des droits humains, RNDDH. Elle est à présent l'une des dirigeantes de la Fondation J'éclairé. Ancienne journaliste, Mme Gilles a mené plusieurs combats et fait jaillir plusieurs vérités bien cachées. Avec nous sur le plateau, on aura deux autres invités. Alors, les deux premiers, c'était en Zoom. Et sur le plateau, on aura Frantz Duval, une voix connue dans la presse haïtienne. Il y a peu, il était à la tête de la plus grande association de patrons de médias en Haïti, la NMH, FD, comme ses proches l'appellent, et rédacteur en chef et éditorialiste au plus ancien quotidien du pays, Le Nouvelliste, et aussi directeur d'une station de radio, Magique 9. Homme de grande culture, il a une formation en communication, journalisme et en relations internationales. Et on aura aussi Renan Edouville, bien sûr, vous le connaissez, il est un avocat militant d'abord, et c'est à ce titre qu'il a formé et dirigé CARLI, Comité des avocats pour le respect de la liberté individuelle. Aujourd'hui, depuis 2007, il est nommé protecteur du citoyen. C'est aussi un écrivain, il faut le souligner. Il a publié en 2019 La place des droits dans la construction de la nouvelle Haïti. Voilà donc pour les invités et messieurs, à ceux qui sont sur le plateau. Bonjour, Frantz Duval. Bonjour, Gao. Un plaisir d'être avec vous. Bonjour, Maître Edouville. Un plaisir. Maître Edouville, bonjour. Bonjour, Monsieur Gao. Bonjour, Monsieur Duval. Et permettez-moi tout simplement de préciser que je suis arrivé à la tête de l'OPC en 2017. 2017, c'est ce que j'ai dit. Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Au fait, on est là pour vous parler de démocratie. C'est la journée de la démocratie. Et la première question qui sera lancée à chacun de nos invités, que ce soit à vous sur le plateau et à ceux qui sont sur Zoom, c'est donc le point sur la démocratie en Haïti, l'évaluation de la démocratie presque 30 ans après. Et, on va commencer avec Nessim Maniga pour cette première question. Il était avec nous sur Zoom. Sur papier, on peut dire que la démocratie haïtienne, elle remplit les conditions exigées pour être une démocratie. Donc, si on veut, dans le gestuel, dans le rituel et sur le papier, quelqu'un qui ne vivrait pas l'expérience et qui ne connaîtrait pas le quotidien du pays pourrait penser que tout va bien. Aujourd'hui, il est très clair que les institutions, les trois pouvoirs de l'État fonctionnent avec d'énormes dysfonctionnements. Donc, on peut dire qu'il y a une nette différence entre les prescrits, entre ce qui devrait être et ce qui se passe concrètement. La lecture de Nessim Maniga sur la démocratie en Haïti aujourd'hui, on a posé la même question à Marie-Hélène Gilles aussi qui était sur Zoom. Sa réponse. Si vous me demandez l'état de la démocratie en Haïti et dans l'ensemble, je dirais que ça va très mal. Parce que pour nous, démocratie veut dire le respect des lois, le respect des principes, le respect des pouvoirs, le respect de la souveraineté, le respect des valeurs incarnées, le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chez nous, ce que l'on constate, les droits ne sont pas respectés, on ne respecte pas les valeurs et on a beaucoup plus tendance à encourager l'impunité. On a beaucoup plus tendance à violer les droits en général et les droits humains dans l'ensemble. Donc, si on veut parler de démocratie, on ne peut pas avoir la violation de ces droits-là. Il faut dire en passant que la démocratie ne veut pas dire la liberté de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut. Non, du tout pas. Pour nous, la démocratie, c'est le respect des droits, le respect des principes, le respect des conventions, les pactes, le respect des traités et surtout les traités dont Haïti est État partie. La démocratie se porte mal pour plusieurs raisons. Premièrement, nous n'avons pas des dirigeants conscients. Le pays, depuis quelque temps, n'est pas dirigé. Le pays est livré. C'est comme un bateau qui est sur l'océan, qui n'a pas de gouvernance. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie en Haïti où il y a des écoles qui fonctionnent et des autres élèves, ils sont dans les rues,
ils réclament les professeurs dans les salles de classe. On ne peut pas parler de démocratie dans un pays où si on fait un débat contradictoire, on mérite la mort, comme c'est le cas avec le bâtonnier de l'ordre, Maître Montfurier d'Orval. C'est un cas récent. Militante des droits humains, Marie-Hélène Gilles, dans sa réponse. On revient sur le plateau avec nos deux invités qui sont là, physiques. Frantz Duval, l'état de la démocratie aujourd'hui selon vous? Bon, moi, je vais remonter un peu plus loin, au tout début, 1986. Je crois que nous sommes partis sur un malentendu. Un malentendu car un matin, on s'est réveillé, Jean-Claude Duvalier était parti, et tout de suite, la population a gagné les rues pour dire que maintenant, c'est la démocratie, la dictature, c'est fini. On a suivi le cheminement de toute cette affaire avec un gouvernement de transition militaire qui n'était pas pour la démocratie. Le général Nanfi, qui a dirigé le CNG, le confessera plus tard. Il n'était pas d'accord avec la Constitution de 1987 qui a été adoptée. Très vite, la Constitution a été adoptée en mars 1987. Et en mai 1987, il y a déjà un choc entre le général et l'université. Ça va provoquer le renvoi du recteur d'alors, M. Gaillard. Mais l'université était parmi les institutions indépendantes créées par la Constitution. En juillet, il va y avoir un autre choc avec le Conseil électoral provisoire. Là encore, le CNG va essayer de contrôler le Conseil électoral provisoire. Et en novembre, les premières élections vont être noyées dans le sang. Tout ça pour dire que nous avons commencé le processus démocratique avec un gouvernement en place qui n'était pas d'accord avec le processus démocratique. Et à chaque fois, pendant toute la période de 1987, que la Constitution de 1987 a été adoptée à aujourd'hui, on se retrouve avec des gouvernements qui ne sont pas d'accord avec la Constitution, qui mettent en veilleuse une partie de la Constitution. Ce sera le cas avec les gouvernements militaires en particulier. Ou bien, pendant les transitions, c'est des gouvernements qui dirigent à côté de la Constitution, parce que la Constitution n'avait pas prévu d'autres transitions. Et aujourd'hui, on se retrouve encore avec un président qui essaie de changer la Constitution sur laquelle il a voté, il a juré respect et application. Mais le président d'avant aussi, M. Martelly, avait provoqué un changement de Constitution. Le président avant, M. Martelly, M. Préval aussi avait introduit des changements dans la Constitution. Le président d'avant, M. Aristide aussi avait proposé un changement de la Constitution qui n'avait pas pu se faire. Voilà Haïti qui est engagé dans la démocratisation à partir d'un texte. Le texte, c'est la Constitution de 1987. Le texte est sûrement imparfait. Mais surtout, on n'a jamais proposé mieux, mais on n'a jamais voulu non plus appliquer ce qui était. Et aujourd'hui, on se retrouve en 2020 avec toujours le même problème qu'on avait en 1987. La Constitution n'est pas un habit qui sied aux dirigeants. Et encore plus grave, la Constitution et la démocratie elle-même ne sont pas des processus, ne sont pas des textes qui sont expliqués à la population. Il y a eu une seule tentative de 86 à aujourd'hui d'une émission. C'était une émission qui passait sur Radio Métropole. C'était Haïti, quelle démocratie? C'était Michel Soukar et Victor Benoît qui animaient cette émission. Pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui pourrait être la démocratie en Haïti, qu'est-ce qui pourrait être la démocratie à l'haïtienne, qu'est-ce qui est la démocratie tout court. L'émission n'a pas duré et malheureusement, depuis, il n'y a pas eu de tentative, ni au niveau de l'école, pour expliquer aux jeunes, aux étudiants, qu'est-ce que c'est que la démocratie, comment vivre en démocratie, qu'est-ce qu'il faut respecter quand on est en démocratie, pourquoi se battre pour que la démocratie reste comme système, parce que ça aussi c'est un combat. Personne ne vend la démocratie ni comme concept, ni comme objectif. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'imbroglio dans lequel on se trouve, avec un président qui ne sait pas trop bien et qu'est-ce qu'il lui faudrait comme texte, qu'est-ce qu'il lui faudrait comme pouvoir, parce que le président Moïse a tous les pouvoirs et il estime qu'il n'a pas assez de pouvoir. Ce qui signifie que la démocratie est toujours mal comprise en Haïti et on était parti sur un malentendu dès le départ. Il n'y aura pas de relance puisque la question est unique. Bien sûr, on pourra voir un peu plus tard pour l'éducation à la démocratie. Vous venez d'en parler. Avec M. Edouville, allons voir pour la question unique, l'état de la démocratie en Haïti selon vous. Bon, si vous me permettez, M. Gao, moi, je voulais quand même commencer par l'importance même de la démocratie avant de faire une analyse objective de la situation en matière de démocratie en Haïti. D'une manière générale et de manière classique, on pourrait dire que la démocratie, c'est quelque chose qui est incontournable. La démocratie est liée aux droits de l'homme. La démocratie est liée au développement. La démocratie est liée à la paix. La démocratie est liée à la sécurité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, même au niveau du système des Nations Unies,
auquel nous sommes États partis, et également au niveau du système interaméricain. Donc, restons au niveau du système des Nations Unies. On a adopté en novembre 2007, eh bien, à travers une résolution, consacrer une journée à la démocratie. Donc, c'est pour faire ressortir l'importance même de la démocratie dans une société. Autrement dit, pour arriver à un développement, eh bien, il faut passer par la démocratie. Pour arriver au respect, à la protection, à la mise en œuvre des droits de l'homme, on a besoin d'un processus démocratique. Maintenant, si vous me demandez de faire le tableau de la situation, je pourrais dire qu'on a connu des moments de haut et des moments de bas. C'est tout un processus. C'est comme les droits de l'homme. Donc la démocratie, c'est comme, je pourrais dire, c'est un combat permanent. Et un combat permanent qui demande, je pourrais dire, une bataille constante. On n'est jamais gagné de manière définitive. Il faut qu'il y ait une vigilance constante. Et ce que aussi je dois faire ressortir, c'est que les pires moments en matière de droits humains que nous avons connus en Haïti, M. Gao, eh bien, on les a enregistrés sur des régimes, je pourrais dire, non démocratiques. Si je ne veux pas dire dictatoriaux ou bien despotiques, ou bien des régimes qui avaient, je pourrais dire, des régimes à façade démocratique. Et ça a été très dur pour le pays. Des cas de disparition, des cas d'assassinat, des cas d'exécution sommaire, des cas d'enlèvement, des cas d'emprisonnement au niveau du Fort de Fort Dimanche. Et dans l'histoire récente, après le départ de M. Duvalier en 86, comme l'a signalé M. Duval, eh bien, nous avons commencé ce que l'on pourrait appeler un processus démocratique, mais avec des moments de haut, des moments difficiles, incompréhension quelque part, ignorance quelque part d'autre. Donc, en clair, c'est ce combat que l'on continue à mener, mais j'estime qu'aujourd'hui, si nous voulons résumer l'état de la situation, on peut dire qu'on est dans un processus d'apprentissage de la démocratie, ce qui demande la participation, l'intervention des gouvernants d'une part, mais aussi la participation citoyenne d'autre part. C'est bon pour la transition. Merci d'ailleurs, messieurs, pour ces réponses à la question unique. Et là, on va arriver à l'éducation à la démocratie. C'est important, vous en avez parlé aussi, M. Edouville. La question a été posée à M. Maniga, bien sûr, qui s'intéresse à l'éducation, c'est un ancien ministre de l'Éducation. Comment voit-il la place de l'éducation dans la démocratie? C'est la question qui a été posée à M. Maniga. Et bien sûr, on vous pose sa réponse. Au fil du temps, et les philosophes, les penseurs, les politologues se sont rendus compte que l'exercice de la démocratie va de pair avec un citoyen qui est dans les capacités de l'exercer, soit parce que la loi l'autorise à jouir pleinement de ses propres libertés, mais en plus des lois, il faut que cette personne soit en capacité, en connaissance des lois, de ses droits, de ses devoirs, du fonctionnement du village, du fonctionnement de la cité, et ceci passe par une forme d'éducation. Donc il est très clair que peu importe la définition qu'on peut donner au sens éducation, dans le sens scolaire du terme, dans le sens il y a un maître, un élève, une salle de classe, un système d'apprentissage, que ce soit dans le non formel, que ce soit dans l'informel, il y a toujours le principe de la transmission de valeurs, de la transmission d'une certaine morale démocratique pour que les citoyens puissent l'exercer. Voilà pour la réponse de M. Maniga, messieurs. Et là, j'ai envie de commencer avec M. Edouville, qui est protecteur du citoyen, bien sûr. Là, on parle d'éducation. Le citoyen a besoin d'être éduqué. Et pensez-vous aujourd'hui, René Edouville, que les citoyens haïtiens connaissent leurs droits et ce qui pourrait vouloir dire qu'ils sont aptes à accepter et respecter la démocratie? Oui, mais si vous me permettez rapidement, M. Gao, il faut voir d'abord la responsabilité de l'État, la responsabilité des dirigeants. Parce qu'en matière de démocratie, il y a des indicateurs. Et pour arriver à l'application ou à la mise en œuvre
de ces indicateurs, ça demande certainement une responsabilité au niveau de l'État. Par exemple, nous avons le pluralisme en politique, nous avons la question de la tolérance, nous avons par exemple la question de la liberté économique, nous avons par exemple la tenue des élections de manière périodique, régulière, des élections honnêtes, démocratiques, acceptables pour tout le monde. Eh bien, ce sont des indicateurs en matière de démocratie. Et ça, c'est la responsabilité de l'État pour faire appliquer, mettre en œuvre ces indicateurs dans la mesure où l'on sait que l'État est le premier garant en matière de principes, ou encore du respect des principes démocratiques ou bien du respect des principes des droits de l'homme de façon générale. Mais à côté de l'État, comme vous l'avez si bien dit, et le professeur Maniga l'a signalé également dans son intervention, il y a certainement la responsabilité des citoyens et citoyennes. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque parce qu'au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau des groupes sociaux, au niveau des groupes de jeunes, on ne sent pas véritablement la participation des jeunes dans ce processus de démocratie. Donc, dans ce processus démocratique, il y a un travail qui n'a pas été fait, mais c'est un travail qui n'a pas été fait en amont. Okay. Parce que c'est l'État qui doit d'abord donner le ton. C'est l'État qui doit faciliter la mise en œuvre. C'est l'État qui doit faciliter la promotion en matière de démocratie, en matière des droits de l'homme. Il y a des instances qui sont là, il y a des ministères qui sont là. Si vous allez mener une enquête, M. Gao, au niveau, par exemple, des médias d'État, si vous allez mener une enquête au niveau des écoles publiques, si vous allez mener une enquête au niveau des universités, des facultés de l'Université d'État d'Haïti, eh bien, on va se demander quelle est la place que l'on accorde à ce processus, à ce travail qui devrait se faire en amont. Donc, c'est clair, l'État a la première responsabilité, même si les citoyens ont aussi leur rôle à jouer pour faire l'équilibre entre droits et devoirs, parce que c'est ce qui nous donne la démocratie, c'est ce qui nous permet d'arriver à un état de droit, c'est ce qui nous permet d'arriver à une société démocratique, mais il faut toujours préciser que la première responsabilité en matière de la mise en œuvre, encore de l'application, encore de la construction d'un état démocratique, eh bien c'est l'État d'abord. Avant d'avoir la réaction de Frantz Duval, allons écouter une autre réponse de Nessim Maniga. Cette fois, la question, c'est comment éduquer à la démocratie, justement. Vous en parlez. Est-ce que ça peut se faire uniquement à l'école ou il y a des pratiques qu'il faut mettre en place pour éduquer à la démocratie? Allons avoir la réponse de Nessim Maniga. Comment éduquer à la démocratie? Je pense que si on restreint la question au système scolaire, et là, c'est une réduction simpliste, éduquer à la démocratie voudrait dire qu'il y a c'est une discipline quelconque, elle peut être de nature transversale, elle peut être dans un cours particulier où un maître, à travers un manuel, à travers didactique, ou transmettre ce savoir à travers une pédagogie, éduque un élève à l'exercice de la démocratie. Souvent, vous entendez dire en Haïti, par exemple, que beaucoup sont nostalgiques de manuels d'éducation civique. Actuellement, dans le secondaire haïtien, il y a le cours d'éducation à la citoyenneté. Donc là, on fait référence à une discipline qui, dans un cadre formel de scolarisation, dans lequel le maître transmet des savoirs et l'élève apprend des notions de base. Mais on est loin encore de l'exercice. Certains aspects de l'exercice pratique de la démocratie, je peux prendre l'exemple du scoutisme, je peux prendre l'exemple de certaines activités comme le sport, et il n'y a pas seulement que le cours d'éducation à la citoyenneté. Un cours classique d'éducation physique, d'éducation sportive, c'est essentiellement un cours où on apprend le respect de l'autre, où on apprend des règles strictes très claires, le respect des règles du jeu, l'acceptation de celui qui a gagné, de celui qui a perdu. Donc vous voyez, il y a d'un côté la transmission de connaissances quant à des savoirs et des comportements qui correspondent à cette notion de démocratie.
il y a de notre côté la capacité d'un système éducatif à faire de telle sorte que les jeunes citoyens, les citoyens en herbe, exercent cette démocratie dans leur vécu au quotidien, à l'école. L'enfant apprend dans un manuel qu'il faut arriver à l'heure, qu'il faut respecter la parole donnée, mais si le comportement des adultes en salle de classe ne transmet pas ces valeurs, donc forcément, il y aura un conflit. Il est dans son domaine, il est éducateur, ancien ministre, Nessim Maniga, qui a répondu à cette question, comment éduquer la démocratie. Et là, je vais retrouver Frantz Duval, qui est du secteur presse. Le rôle de la presse dans cette éducation à la démocratie, Frantz Duval. Bon, la presse aurait pu avoir un rôle beaucoup plus grand dans l'éducation à la démocratie, dans l'éducation au vivre ensemble en général en Haïti. Moi, je crois que malheureusement, la presse est passée à côté, comme le reste de la société, comme l'école, comme l'université. On est passé à côté et on est passé dans l'animation de la vie démocratique. On rapporte beaucoup ce qui se passe, mais on n'aide pas à la construction et au renforcement du processus démocratique, sauf quelques médias, dans quelques émissions, rarement. Mais en gros, la presse passe totalement à côté de cette exigence et de cette nécessité. Quelqu'un pourrait dire que c'est grave, parce qu'on présente la presse comme un rempart, on présente la presse comme, on va dire, quelqu'un qui veille sur la démocratie. Mais si vous, en tant que patron de médias, et vous avez dirigé la NMH il y a récemment, il y a peu, si vous estimez que la presse a échoué, est-ce qu'il n'y a pas un travail qui doit être fait aujourd'hui maintenant? Alors, pour la la presse situation continue à jouer le rôle de supporter la démocratie, mais ne joue pas assez le rôle de former à la démocratie. Très bien. C'est ça la différence. Je crois que la presse reste encore ce que nous avons de mieux pour essayer de contenir et ce qui se fait de mal dans le processus démocratique, mais malheureusement ne forme pas assez les jeunes parce que c'est un processus continu, la formation. La formation, ce n'est pas qu'on savait que les autres sauront. Non, il faut former génération après génération, année après année, et tous ceux qui arrivent, tous ceux qui sont encore là, au processus démocratique. Et à la construction de la démocratie, à la nécessité de la démocratie aussi. Parce que là, on assiste à quelque chose qui est mondial, c'est que beaucoup d'États, et des États qui sont des modèles pour Haïti, sont en train de mettre en question le modèle démocratique même. On s'attend à ce qu'il y ait des élections très difficiles aux États-Unis. Mais on a eu des élections très difficiles en Haïti. Si les États-Unis se mettent à avoir des élections difficiles, imaginez ce qui pourrait se passer en Haïti. Donc, les citoyens ont besoin de comprendre ce que c'est la démocratie. On parle de droits et devoirs comme principes fondamentaux de la démocratie. Est-ce que, en tant que protecteur du citoyen, Renan Edouville, vous pensez aujourd'hui que où est-ce qu'on en est avec les citoyens? Bon, ça c'est une grande question. Je pourrais tout simplement vous dire, M. Gao, un élément de réponse et revenir sur l'idée de M. Duval pour dire que en matière de construction d'une société démocratique, chacun ou chacune est comptable. Je disais tantôt que l'État, les dirigeants, les gouvernants ont la première responsabilité. Mais les citoyens, les citoyennes ont aussi leur part de responsabilité. C'est ce qu'on pourrait dire dans un langage de droits de l'homme, une responsabilité qui est partagée. Et pour arriver à cette construction d'une société démocratique que nous rêvons tous, eh bien, on doit commencer par la participation, la contribution de chacun et de chacune. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que, n'oubliez pas, M. Gao, lorsqu'on parle de la démocratie, ce n'est pas un mot abstrait. La démocratie, je pourrais dire, c'est le vivant, c'est le quotidien. C'est ce que nous vivons au quotidien. C'est un comportement. Par exemple, si nous prenons l'intolérance, qui va à l'encontre même de toute forme de démocratie, et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui en Haïti, l'intolérance sur le plan religieux, l'intolérance sur le plan politique, l'intolérance sur le plan social, l'intolérance en matière d'orientation sexuelle. Par exemple, j'ai en tête l'année dernière, je crois, oui, c'était l'année dernière, on a retrouvé quelqu'un mort dans sa chambre. Je veux parler de Charles Jeudi,
c'était l'un des fervents en matière de respect des droits des LGBTI, mais depuis lors, il n'y a pas eu d'enquête. Donc, nous vivons dans une société qui est caractérisée par, je pourrais dire, une intolérance à tous les niveaux. Et là, c'est pourquoi que j'estime que c'est chaque personne, chaque citoyen, chaque citoyenne qui doit se sentir concerné par rapport à ce que l'on pourrait appeler cette construction d'une société démocratique. Et c'est fondamental pour nous parce que pour arriver, je sais que vous connaissez ça très bien parce que vous êtes un journaliste très professionnel dans le domaine financier, dans le domaine économique, mais arriver à un développement économique, M. Gao, ça passe nécessairement par la démocratie. Vous avez mis en question la responsabilité de l'État. C'était au tout début de ce rendez-vous. Mais maintenant, allons voir pour la société civile. Vous venez d'en parler. Chaque citoyen a ses responsabilités. Donc, la société civile doit aussi pouvoir contribuer. Et là, avec Marie-Hélène Gilles, on a posé la question, le rôle de la société civile dans cette démarche. Elle est l'une des dirigeantes de la Fondation J'éclairé et à juste titre, elle répond à cette question. Donc, je crois que le devoir des organisations de la société civile, de la population en général, c'est de faire l'effort de consolider les acquis démocratiques. Les organisations de la société civile ne doivent pas avoir peur de dénoncer les dérives des autorités en place. Je vous ai dit tantôt, le pays n'est pas gouverné. La République, on voit la République de Port-au-Prince, et même quand on est en la République de Port-au-Prince, on est comme dans un rond. On ne peut pas aller dans le nord, on ne peut pas aller dans le sud. On est resté au beau milieu à cause des gangs qui nous empêchent de circuler. Et les gangs ont la voie au chapitre, ils circulent librement et la population ne peut pas circuler. Les organisations de la société civile font beaucoup d'efforts pour travailler dans des circonstances très difficiles. Et on dirait que maintenant, on voit des crimes qui annoncent. Et il y a des organisations, il y a des militants et des militantes qui prennent leurs responsabilités malgré tout. Et il y a des gens qui paient leur vie. Par exemple, il y a par exemple, M. Dorval, il a payé parce qu'il a pris une position. Il est clair, il a parlé de la Constitution, il a parlé des acquis démocratiques. Bon, jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui a tué M. Dorval, pourquoi il est assassiné. Et maintenant, on voit que l'insécurité a tendance d'entrer dans les foyers. Donc, je crois que c'est difficile, mais il y a des militants et des militantes qui prennent leurs responsabilités malgré la situation difficile qui se fait en Haïti. Je crois que les organismes de défense des droits humains doivent redoubler d'efforts. Ils doivent déployer des synergies afin de monitoring et la démocratie. Je peux dire, la démocratie aujourd'hui, en 2020, en Haïti, est en danger. Quand un président s'adresse, il dit n'importe quoi. Il fait des accros démocratiques, il fait des écarts de langage et qui montre qu'il est le seul roi, il est le seul coq chanté, il n'a pas organisé des élections, il veut imposer. Donc, je crois que la démocratie est en danger. Nous, autres organisations de la société civile, et particulièrement les organismes de défense des droits humains, nous devons être beaucoup plus vigilants pour aider à sauver les acquis démocratiques du pays. Voilà donc pour la réponse de Marie-Hélène Gilles de la Fondation J'éclairé. Alors, France Duval, on est maintenant sur la société civile. Et Marie-Hélène Gilles a parlé de ces organismes de défense des droits humains. C'est son champ. Mais globalement, est-ce que la société civile est assez engagée pour soit défendre la démocratie ou promouvoir la démocratie selon vous? Non. Malheureusement, la réponse est non. J'estime que ce n'est pas suffisant. Et j'estime que la construction n'est pas assez supportée, mais j'estime aussi que souvent on se fourvoie parce que très vite on est pour ou contre. La démocratie, c'est un grand principe. Et ce grand principe est transversal. Ce grand principe n'est pas pour un régime ou bien pour un autre. C'est un objectif, c'est un idéal. Et si on veut supporter cet idéal, il faut supporter cet idéal. Et des fois, supporter cet idéal au-delà du régime qui est en place aujourd'hui, mais qui sera en place demain. L'objectif, c'est de continuer à travailler pour renforcer la démocratie à chaque fois, envers et contre tous. Et malheureusement aussi pour nous, comme l'éducation générale de la population n'a pas été faite au support à la démocratie, aujourd'hui, il y a de moins en moins de militants pour la cause démocratique. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes impliquées dans la politique, dans la vie de la cité, qui ont connu la dictature, qui savent de quoi on parle quand on dit la paix des cimetières,
quand on dit que les institutions peuvent ne pas être là et le président peut être le seul coq chanté, comme a dit Marie-Hélène Gilles. Moi, je crois que malheureusement, comme l'école n'a pas fait son travail, comme les universités n'ont pas fait leur part, comme les familles ont cessé de parler et de politique aux enfants, aujourd'hui, on se retrouve avec des citoyens qui ne savent pas trop bien ce que c'est que la démocratie, qui ne se battent pas pour la démocratie, qui ne réclament pas la démocratie non plus. Il y a un processus qu'on est en train de vivre en Haïti depuis quelques années, c'est le déclin des électeurs. Mais c'est aussi le déclin de la qualité des candidats. C'est aussi le déclin des performances du Parlement. C'est aussi le déclin des performances des ministres, des responsables publics. Moi, je crois que tout ça met en danger la démocratie et malheureusement, la société civile n'est pas assez exigeante, est de moins en moins exigeante. Il y a de moins en moins de combattants pour la cause démocratique en Haïti. On ne parle pas d'une chose abstraite, on parle de la démocratie, vous l'avez dit, Ronaï Deauville. Est-ce qu'il y a un modèle à suivre? Est-ce que vous connaissez un pays qui fait l'expérience de la démocratie et qu'on peut considérer comme un modèle à suivre, y compris par rapport à l'engagement de sa société civile? Bon, c'est un idéal. La démocratie, à l'instar du respect des droits de l'homme, c'est un idéal. Donc, on ne pourra jamais arriver à ce que l'on pourrait appeler la construction totale d'une société démocratique. À travers le monde, il y a toujours des dérives. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous le connaissez aussi bien que moi. Et cependant, M. Gao, chez nous en Haïti, il faut dire qu'il y a des entraves à ce processus démocratique, à cette société démocratique que nous rêvons. Il y a des mots qui rongent tout processus démocratique dans un pays. La première, c'est l'impunité. Je parlais tantôt des indicateurs en matière de démocratie, et comme premier indicateur de la démocratie, c'est la primauté du droit. La loi doit être respectée. La loi doit être appliquée envers et contre tous. Quand on sort en dehors de ce principe, on est en dehors de la démocratie. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Haïti. Nous avons une justice à double vitesse. Nous avons une justice à géométrie variable. Et ça pose problème. La deuxième chose, un mal qui ronge tout processus démocratique et qui est lié à la première que je viens de signaler, l'impunité, c'est aussi la corruption. Là où il y a corruption, il ne peut pas y avoir de démocratie parce que la démocratie est aussi liée à la liberté économique. La démocratie est aussi liée aux droits de l'homme, les droits économiques, sociaux et culturels. Je disais que la démocratie n'est pas de l'abstraction, c'est du concret. Mais vivre dans un pays, par exemple, où les gens n'ont pas accès à l'école, les gens n'ont pas droit à la nourriture, les gens n'ont pas droit à la santé, les gens n'ont pas droit à un logement décent, les gens n'ont pas droit à un travail bien rémunéré, décent. Eh bien, ce sont des entraves à ce processus démocratique. Donc, en clair, la démocratie, de façon générale, n'est pas quelque chose, je pourrais dire, isolé. Et c'est pourquoi que je le disais tout au début, elle est liée aux droits de l'homme, elle est liée à la paix, elle est liée aux engagements pris par les dirigeants et les autorités, ceux qui sont aux commandes, ont la première responsabilité, certes, même si les citoyens et citoyennes ont aussi leur part de responsabilité. Le constat étant fait, Fandival l'a dit, ça va mal pour la démocratie, il y a vraiment beaucoup de chemin à faire. Vous l'avez dit aussi. La prochaine question, c'est comment renforcer cette démocratie. Si ça va mal pour la démocratie, comment améliorer la situation? On a posé la question à Nissim Maniga aussi, qui est avec nous sur Zoom, et on va avoir droit à sa réponse. Comment renforcer la démocratie en Haïti, bien sûr. Tant que le citoyen ne perçoit pas et ne vit pas les bénéfices directs dans son quotidien, dans son vécu de la démocratie, ça resterait abstrait. Tant que ça ne change pas ses conditions de vie, il ne suffit pas de voter. Il ne suffit pas de pouvoir choisir librement ceux qui vont le diriger. Il ne suffit pas d'avoir la liberté de parole. Je pense que participer veut dire être en capacité de participer, avoir les moyens économiques de participer, avoir les moyens intellectuels de participer.
je pense qu'il faut aller au-delà d'une certaine vision et de, si ce sont des idéaux, ce sont des grandes valeurs, on y reste très attaché. Il faut que ça soit possible et il faut que le citoyen ordinaire dans son quotidien en voit les bénéfices. Même si les principes de base, on les connaît, les 3 pouvoirs, la pluralité, la liberté d'expression, la convocation du peuple à travers les élections, même si on connaît les règles de base, mais si ça ne se traduit pas dans l'assiette du citoyen, si ça ne se traduit pas dans son fonctionnement en quotidien, il commencera à en douter et ce sera la porte ouverte à toutes sortes d'aventures et de régressions telles qu'on peut l'observer même dans les grandes démocraties. L'école en soi, c'est un espace de démocratie, ça devrait être un espace d'exercice de la démocratie, l'école en soi, ça ne l'est pas toujours, ça peut être par moments des lieux d'exercice de la violence, des lieux d'exercice des inégalités sociales et de non-mixité. Donc, en même temps, l'école doit être actrice pour favoriser la démocratie. En même temps, l'école peut être victime du non-exercice et de pratiques démocratiques. Elle n'a pas réponse à tout, l'école. Nesmi veut du concret, vous l'aurez compris. Donc, il faut que le citoyen puisse avoir accès à des services pour accepter qu'il fasse partie d'une démocratie. Vous êtes d'accord avec ce point de vue, Francis Duval? Ah non, tout à fait. Mais en même temps, il ne faudra pas attendre que la société soit totalement, que tout le monde soit formé pour pouvoir bénéficier. Non, moi je ne pense pas qu'on doit avoir l'idéal pour commencer par le commencement. Il faut prendre les choses comme on peut les prendre, dans la situation dans laquelle nous sommes. Je l'aurais dit en 1986, on a essayé. Cela a duré jusqu'à aujourd'hui. On est encore dans le processus démocratique. Moi, je crois qu'il faut relancer la machine, qu'il faut essayer de refaire certaines choses qui n'ont pas été bien faites. Je vais prendre quelques petits exemples. Sous Duvalier, il y avait des dates qui étaient des dates célébrées par le régime. La souveraineté nationale, le 22 mai, et la présidence à vie, enfin, le 22 avril. On nous rappelait à chaque fois, c'est ça, les dates qui étaient importantes pour le régime dictatorial. Dans la dictature, c'est comme ça, ils adorent ça. Mais dans la démocratie aussi, il nous faut des dates. Il se trouve que le 7 février, qui marque la rupture, n'est même plus célébré par qui que ce soit en Haïti. Quelle est la date qui est réservée à la démocratisation ou bien à la démocratie en Haïti? Quelle est la date, quel est le symbole que nous avons pour dire que nous voulons vivre ensemble dans une société démocratique? Quand est-ce qu'il y a eu lieu le dernier discours d'un président haïtien pour dire que nous sommes dans la démocratie? C'est un processus, ce sera long, ce sera difficile. C'est aussi un carcan qui vient avec des droits, mais qui vient avec des devoirs. Il y a cette nécessité d'explication, cette nécessité de vouloir avoir la démocratie comme un acquis, qui n'est célébré par personne, qui n'est mis en avant par personne. Nesmi a parlé tout à l'heure des cours qui se font dans le secondaire. Moi, j'avais eu mon cours d'éducation civique pendant le primaire. Et tout ce que j'ai appris dans ce petit manuel, tout m'est resté. Tout m'est resté. Et moi, je crois qu'il faut commencer le plus tôt possible avec 2 choses. 1, l'éducation à la citoyenneté, le plus tôt possible, ce qui implique vivre en démocratie, ce qui implique l'explication du processus démocratique, ce qui implique aussi des élections dans les classes. Moi, je crois qu'il faut commencer à faire ça, à le faire sur une très grande échelle, non pas apprendre aux gens à gagner et à diriger, mais surtout leur apprendre à perdre. Et à accepter. Voilà, c'est ça. Moi, je crois que c'est nécessaire qu'on ait ça dans les écoles, dans les universités, que la représentation commence dès le plus jeune âge, que les responsabilités sont partagées dès le plus jeune âge, l'échec aussi doit être assumé dès le plus jeune âge, et je crois qu'il faut revenir le plus que possible au sport, au concours, pour à la fois stimuler les jeunes, promouvoir l'émulation, mais aussi apprendre l'échec. Moi, je crois que l'une des choses qu'on n'a pas assez bien maîtrisées ici, c'est que l'échec fait partie du processus, et l'échec, ce n'est pas la fin de tout. Donc, c'est un combat théorique et pratique en même temps. Tout à fait, parce que qu'est-ce qu'on a à la fin? À la fin, on a, dans l'autre côté, dans l'autre bout, on a des dirigeants qui n'acceptent pas de perdre. Aucun dirigeant haïtien n'accepte de perdre une élection. Et à chaque fois, l'élection, au lieu d'être un aboutissement, c'est
c'est une invitation à contester, une invitation à recommencer. Début de crise. Voilà, c'est la crise qui recommence. Moi, je crois qu'on a perdu les 30 dernières années parce qu'on n'a pas assez fait l'éducation à la démocratie en Haïti, parce qu'on n'y a pas assez tenu, comme aujourd'hui c'est de la démocratie qu'on parle. On pourrait faire les débats sur l'éducation, on pourrait faire les débats sur les autres aspects des droits humains, on pourrait faire les débats. Mais pour la démocratisation, moi, je crois qu'il y a une marche qu'on a ratée et qu'il faut peut-être recommencer et beaucoup plus tranquillement. Mais il faut aussi des porte-parole pour la démocratie, comme il y a des porte-parole pour le secteur des droits humains. Mais la démocratisation a besoin aussi de porte-parole. Dans ce processus de renforcement de la démocratie, René Deauville, l'OPC peut jouer quel rôle? Bon, nous sommes une institution étatique, M. Gao, et nous sommes une institution étatique ayant un statut indépendant, accrédité auprès du Conseil des Nations Unies, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et notre principale mission, c'est de faire la promotion et la protection des droits de l'homme. Et quand on dit droits de l'homme, on doit voir certainement la démocratie. Parce que les deux sont liés, intimement liés. Je partage le point de vue du professeur Maniga. Je partage aussi le point de vue, l'analyse de M. Duval. Mais je pourrais tout simplement compléter pour dire que on admet que la démocratie, ce n'est pas une notion abstraite. On admet que la démocratie et pauvreté ne marchent pas ensemble. Là où il y a pauvreté, on ne saurait parler de démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi le renforcement d'un régime juridique. Vous avez parlé de crise, M. Gao. Bien sûr, on en a connu de 1987 à date. Mais c'est parce qu'il y a un problème au niveau du régime juridique haïtien. Par exemple, n'en déplaise aux autres, on admet que la constitution haïtienne a des acquis démocratiques, certainement, il y en a plein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui, plus de 30 ans après, près de 30 ans après, de 1987 à date, je pense qu'il faut revoir, réviser le régime juridique haïtien pour avoir un document, un texte, une loi mère répondant à la situation donnée. Et la constitution que nous avons aujourd'hui, qui pose problème, qui crée des crises avec cette affaire de marchandage pour un poste de Premier ministre, je pense que si nous voulons renforcer la démocratie, effectivement, si nous voulons promouvoir la primauté du droit, mais on doit aussi renforcer le régime juridique haïtien. Donc, une nouvelle constitution peut être un début pour renforcer cette démocratie? Cela dépend de la façon dont on l'aborde. Cela dépend de la manière dont on l'aborde. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Mais quand même, on doit susciter ce débat au niveau de la société haïtienne. On parle encore de renforcement. Frantz Duval, vous êtes là pour la presse, si je peux le dire ainsi. La presse joue un rôle important. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que la presse n'a pas assez joué son rôle de promouvoir, de former à la démocratie, mais pour la démocratie, dans la démocratie, la presse joue un rôle. Aujourd'hui, on est face à quoi? À un constat où on dit tout dans la presse, mais aussi la presse est menacée par les réseaux sociaux. Donc on est dans ce contexte difficile là, où la presse fait une expérience un peu bizarre. Est-ce que renforcer la presse peut contribuer à renforcer la démocratie ou renforcer la démocratie peut contribuer à renforcer la presse? Comment vous voyez tout ça? Bon, les deux, mais en même temps, bon, moi je ne suis pas d'accord que la presse soit menacée par les réseaux sociaux. Non. Mais on le dit assez souvent. Non, les réseaux sociaux, c'est une évolution. Il se trouve que il y a des évolutions de temps à autre, c'est une évolution parmi d'autres. Bien entendu, brusquement, il y a beaucoup plus de voix qui s'expriment et qui sont visibles. Mais moi, je crois qu'encore une fois, la presse continue à jouer son rôle. Et même, je dirais, le grand bruit qu'il y a autour de certaines émissions, ou bien qu'il y a autour de certains médias, ou bien des fois on se pose des questions pour se dire est-ce que c'est la bonne façon de faire. Tout cela participe du débat. Et le débat est aujourd'hui sur la place publique parce que tout le monde peut aller sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, on écoutait la radio. Les débats étaient déjà là. Moi, je ne pense pas que la qualité du débat ait changé. La quantité de voix qui interviennent dans le débat effectivement augmenté,
Mais c'est le même débat qui continue, avec des fois des mots malheureux, avec des fois des formules malheureuses, mais c'est le même débat qui continue. Et les médias sont aussi sur les réseaux sociaux. Les médias essaient de se trouver une place sur les réseaux sociaux. Les journalistes sont sur les réseaux sociaux. Et il y a toujours le réflexe d'aller voir qu'a dit tel média pour savoir si ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est la vérité. Moi, je crois que c'est un débat qui doit continuer. C'est un travail qui doit être fait par les médias pour continuer à faire leur travail de médias, réseaux sociaux ou pas, mais aussi sur les réseaux sociaux. Justement, maintenant, il n'y a pas de contradiction. Le danger, Frantz Duval, c'est quand le média veut presque faire le travail des réseaux sociaux ou encore accepte que les réseaux sociaux viennent dans la presse. C'est ça le danger maintenant. On essaie de se trouver. Les uns et les autres essaient de se trouver. Celui qui utilise le plus les réseaux sociaux s'appelle Donald Trump. À chaque fois, chaque matin particulièrement, il donne ses directives. Mais sur Twitter. Au cours de la journée, les médias traditionnels finissent par récupérer le débat et par faire aller le débat dans un sens ou dans l'autre. Moi, je crois que cet homme puissant, qui a un compte Twitter qui est suivi par beaucoup de personnes, n'arrive pas à imposer toutes ses vues. Ce qui signifie qu'il y a encore de la place pour le débat, il y a encore de la place pour les médias traditionnels. Est-ce que cela va renforcer la démocratie? Oui. Est-ce que cela peut détruire la démocratie? Oui. Les deux sont possibles. C'est comme toutes les armes, c'est comme tous les moyens d'expression qui sont à notre disposition. On peut faire beaucoup de bien avec, on peut faire beaucoup de tort avec. Malheureusement, ce qu'il nous manque de temps à autre, c'est les penseurs. C'est ceux qui doivent réfléchir à quelle direction donner. Et c'est les groupes qui doivent accepter de suivre un nombre significatif, d'aller dans une direction ou dans une autre. Et moi, je crois que la démocratisation en Haïti a du chemin à faire. La démocratisation en Haïti a besoin de guides. L'Office de protection du citoyen nous a donné l'exemple qu'on peut prendre une institution et en faire quelque chose de beaucoup plus puissant qu'on croyait. Et moi, je crois que ça fait 2 protecteurs du citoyen. Avant Maître Edouville, il y avait Mme Mélie, qui ont essayé de faire leur travail. Et aujourd'hui, M. Edouville le fait en communiquant beaucoup plus que Mme Mélie. Moi, je crois que l'OPC est devenu beaucoup plus visible. Mais l'OPC nous prouve que les institutions peuvent faire leur travail. Malgré le climat, malgré les dangers, malgré les difficultés, c'est la même chose pour la presse. On peut faire mieux. Il y a de la place pour faire mieux. Personne ne va nous empêcher de faire mieux. Il faut tout simplement oser. Et là, on a posé la question à Nessim Maniga, bien sûr, qui a une façon de voir la presse dans ce processus. Et Nessim qui considère la presse comme un contrepoids, contremaître dans ce processus. Allons avoir sa réponse. L'école peut être en train de construire, d'autres pans de la société déconstruits, les médias, la presse. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une relation dialectique entre l'école et d'autres institutions de la société. De plus en plus, l'école est en compétition avec beaucoup d'autres institutions, en particulier les médias, en particulier les réseaux sociaux. Il faut vivre avec, il faut faire avec. L'école trouvera sa place, est en train de se redéfinir sa place dans ce nouveau univers, on peut dire, de partage de savoir, de connaissances. Le maître, ce n'est pas celui qui, aujourd'hui, possède tout et qui va tout déverser sur un enfant passif. Le maître a beaucoup d'autres compétiteurs en termes, si on veut comparer un peu le temps, parce que le temps libre de l'enfant, il est très occupé à l'utiliser avec beaucoup d'autres maîtres, entre guillemets, et je pense que c'est dans cet univers qu'il faut replacer l'école et son sens et son rapport par rapport à la démocratie. La préoccupation de Nessim Maniga, c'est une préoccupation parce que justement, on a cette impression aujourd'hui qu'on dit tout dans la presse et la presse favoriserait cette idée de bamboche démocratique, libertinage. Est-ce que, oui, est-ce que vous avez, je vais encore revenir avec Frantz Duval, est-ce que vous avez cette impression que on a tendance aujourd'hui à penser qu'on peut tout dire et à faire du tort à la société en disant tout dans la presse? Est-ce que vous avez cette impression, Frantz Duval? Oui et non. Oui et non, sauf que moi, je ne condamne pas cette situation. Moi, j'ai connu le moment, la période en Haïti où il n'y avait que 2 médias qui donnaient des nouvelles sur Haïti. C'est la période de 1981 et 1986 où Radio Soleil et Radio Lumière étaient les 2 seuls médias qui donnaient des nouvelles sur Haïti. Aujourd'hui, on a une diversité extraordinaire
de médias de toutes sortes qui donnent des informations sur Haïti. Et je regarde tout ça parce que c'est mon métier, c'est mon travail. Et je vois que j'apprends beaucoup des autres. Je prends l'exemple de ce qui vient de se passer ces derniers temps, les élèves qui sont dans les rues, les élèves qui manifestent, les élèves qui attaquent des écoles. Mais toutes les vidéos que j'ai pu voir pour m'informer ne sont pas venues des médias traditionnels. Sont venues de petites agences, de nouvelles agences, de jeunes qui se déclarent journalistes citoyens, qui se déclarent reporters, qui ont un téléphone, qui prennent des risques qu'aucun journaliste normal ne prendra. Parce que le journaliste normal est formé à se protéger, à faire attention, etc. Moi, je regarde ce qui se passe dans les quartiers, là où les gangs sévissent, là où les gens sont dans des difficultés extraordinaires, là où il y a des exodes de population à chaque fois qu'il y a des affrontements. Ce n'est pas les médias traditionnels qui m'apportent tout ça. C'est d'abord le citoyen qui filme, qui poste sur Facebook, qui poste sur Twitter, qui poste sur les réseaux sociaux. Et bien, tout ça enrichit le débat. Bien entendu, de temps à autre, il y a des dérives. De temps à autre, il y a des déviances. Mais il y avait toujours eu des dérives et des déviances. Il y avait toujours eu, dans des proportions moindres, des choses qu'on n'aurait pas aimé retrouver à la disposition de tout le monde. Aujourd'hui, il faut vivre avec notre temps. Notre temps, c'est des millions de gens en capacité de diffuser une information, de diffuser une opinion. Et notre travail comme journaliste aujourd'hui, c'est de continuer à faire la part des choses pour essayer d'éclairer l'autre partie de l'opinion qui est encore disponible pour nous. Vous êtes un acteur et évidemment, on a eu votre position. Allons voir avec René Deauville, qui n'est pas, à proprement parler, un acteur de la presse, mais qui utilise la presse assez souvent parce qu'il est justement un homme public et un homme responsable de l'OPC. Votre lecture de la presse par rapport à la démocratie aujourd'hui, c'est quoi? Bon, la presse a un rôle incontournable. La presse a un rôle clé, fondamental en matière de démocratie. On ne peut pas construire la démocratie sans la presse responsable, bien évidemment. Mais ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, moi je dirais peut-être, n'en déplaise aux autres, ce n'est pas un mal. C'est quelque chose qui est normalement normal. Parce que nous sommes dans un processus d'engagement en matière de droits de l'homme, de démocratie, d'accès à l'information. Et c'est pourquoi que vous avez toute cette pléiade, toute cette gamme de gens qui interviennent au niveau des réseaux, des médias, en dehors des médias traditionnels, parce que de plus en plus, à l'échelle internationale, ce qui se passe aujourd'hui, M. Gao, n'est pas aussi différent dans certains autres pays. Moi, j'estime qu'on devrait s'entendre. Quand je dis on devrait s'entendre, l'État, la société civile, les associations de médias, les associations de journalistes, d'autres secteurs vitaux de la vie nationale, pour voir comment on peut arriver à réguler tout ça. Comment peut-on permettre à l'homme ou bien à la femme, à l'homme haïtien ou à la femme haïtienne, de faire le distinguo entre ce qui est vrai, c'est-à-dire une information, un fait social, et quelque chose qui n'est pas un fait social. Ça que nous relayons fake news. Donc là, je pense que c'est un travail... La presse doit rester, demeurer cette source de confirmation. Exact. Donc, il ne faut pas que maintenant, dans la presse, on commence à parler comme ceux qui parlent sur les réseaux sociaux sans responsabilité aucune. On doit essayer... puisse revenir vers la presse pour confirmer. On doit essayer de tout réguler et ce n'est pas l'État, ce n'est pas un président, ce n'est pas un ministère qui doit le faire, mais c'est avec la participation de tout un chacun, disons de tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel parce que avec les nouvelles technologies de l'information, que je dois signaler, qui fait partie aussi des droits de l'homme. L'accès à l'Internet, M. Gao, l'accès aux nouvelles technologies de l'information font partie de la 4e génération des droits de l'homme. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, chaque personne veut avoir un téléphone, chaque personne veut avoir l'accès à l'Internet. C'est un droit. C'est un droit humain, c'est un droit fondamental de la personne humaine. On avance vers la fin de ce premier rendez-vous. Alors, pour mettre fin à cette discussion, et j'aimerais vous demander, Frantz Duval, si dans un an on devrait se retrouver ici pour encore parler démocratie,
Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental que vous voudriez voir changer, différent ici? Que la démocratisation continue en Haïti, parce qu'elle peut s'arrêter en Haïti. On n'a pas toujours été dans un régime démocratique ou bien dans un régime à aspiration démocratique en Haïti. J'espère que dans un an, on pourra continuer cette conversation, on pourra continuer à parler sûrement des problèmes, des avancées, mais qu'on restera dans l'esprit d'un pays en marche vers la démocratie. Ce n'est pas donné aujourd'hui au moment où nous parlons. Okay. Donc il y a des préoccupations? Mais bien sûr qu'il y a des préoccupations, de toutes sortes. René Douville, une recommandation, des recommandations? Bon, moi je dirais, j'espère bien, je l'espère bien, que peut-être dans un an, on aurait un autre tableau en matière du respect des droits de l'homme qui est lié à la démocratie, M. Gao. Nous participons à cette émission en ce 15 septembre, Journée internationale de la démocratie. Nous l'avions dit, nous l'avions répété, démocratie, c'est aussi droit de l'homme. Mais vous admettez avec nous que nous sommes dans un contexte particulier. Nous avons perdu des amis, des personnalités, des commerçants, des journalistes, des policiers. Maître Dorval en est un exemple, mais il n'est pas, peut-être, même si je ne veux pas me présenter comme prophète de malheur, il ne sera peut-être pas la dernière victime. Notre souhait en cette journée internationale de la démocratie, c'est de voir peut-être dans un an, bien dans 2 ans, ou bien dans quelques mois, une société haïtienne qui prend en compte le respect du droit à la vie. Parce que si le droit à la vie est violé, eh bien c'est aussi une entrave à la démocratie, une entrave aux droits de l'homme. Merci Renan Edouville, protecteur du citoyen, Franz Duval qui était là pour la presse, qui est rédacteur en chef de Nouvelliste et aussi directeur de Magic 9, Nessim Maniga, ancien ministre de l'Éducation qui était avec nous sur Zoom, et Marie-Hélène Gilles, l'une des dirigeantes de Fondation J'éclairé, les droits humains qui étaient avec nous. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce premier rendez-vous de Agora Chita Palais sous Droit Monde. Je rappelle, une série de rendez-vous sur les droits humains. On va prendre comme prétexte les différentes journées internationales pour parler droits humains avec des acteurs. Vous serez bien sûr avec nous sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de la délégation de l'Union européenne en Haïti. L'initiative est supportée par l'Union européenne. Merci et à bientôt.